Bonjour et bienvenue dans cette 4e vidéo de ce programme de formation sur les techniques de recherche d'emploi. Vous pouvez déléguer la rédaction de votre CV, votre lettre de motivation ou même la recherche d'emploi. Mais ce que vous ne pouvez pas déléguer, c'est la partie entretien d'embauche. Vous devez être vous-même présent pour défendre vos chances de décrocher le poste. L'image terrifiante que l'on donne à l'entretien d'embauche conditionne notre passage durant un entretien d'embauche, voire même avant, dans la partie préparation, pour ceux qui considèrent l'entretien d'embauche comme étant un interrogatoire. Alors que dans le mot entretien, on a le mot entre. C'est un échange entre deux parties au plus pour se mettre d'accord sur des conditions de collaboration. Vous devez, lors d'un entretien d'embauche, vous assurer que le travail avec cette entreprise répond à vos attentes et vos besoins. Et l'entreprise, pareil, elle doit s'assurer que vous répondez aux exigences du poste. Alors que quand vous considérez l'entretien d'embauche comme étant un interrogatoire, vous vous mettez dans une situation d'infériorité par rapport au recruteur. Et donc, lui, il pose des questions, vous devez répondre à toutes les questions et vous devez paraître beau et parfait. Et le résultat, vous ne paraissez pas authentique comme vous devez l'être et une bonne partie de votre potentiel, vous le perdez en vous laissant emprisonner dans cette perception négative. Sachez que la première personne qui vous passe un entretien et qui doit vous valider, c'est vous. Donc si votre recruteur interne ne vous valide pas ici, je vois du mal comment vous pouvez convaincre un recruteur externe. Parce que tout simplement, un recruteur qui passe son temps à passer des entretiens d'embauche et à sélectionner des candidats ne trouvera aucune difficulté à déceler si vous avez confiance en vous ou pas, si vous mentez ou pas, si vous êtes sûr et convaincu de vos réponses ou pas. Maintenant qu'on a problématisé l'entretien d'embauche, passons aux solutions et commençons par la première chose positive. La majorité des questions qu'on va vous poser, vous les connaissez à l'avance. Alors si vous connaissez déjà les questions et que vous n'avez pas encore préparé de réponse, comment pensez-vous pouvoir faire pour réussir? Surtout que les réponses que vous êtes supposé donner, vous les avez déjà. Parce que plus de 80% des questions qu'on va vous poser seront sur vous, sur votre personnalité, sur vos compétences, vos expériences. Donc, vous allez raconter des choses que vous savez déjà. Seuls 10 à 20% des questions seront sur des savoirs théoriques et des informations que vous devez déjà connaître parce qu'ils sont en rapport avec votre formation et votre spécialité. En préparant votre prochain entretien d'embauche, ne faites pas l'erreur de demander à d'autres personnes de vous proposer des réponses types. Ou bien vous cherchez sur Internet quelle est la réponse adéquate à la question, quelles sont vos qualités et vos défauts. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en donnant des réponses types ou des réponses utilisées par la majorité, le recruteur saura que vous mentez. Et s'il n'est pas sûr, il peut vous poser des questions d'approfondissement et là, vous serez dans une situation embarrassante. Avant de creuser le pourquoi de chaque question et comment y répondre, et là je souligne le mot comment, on ne parle pas ici de quoi répondre, mais comment répondre. On va commencer avec une vue d'ensemble sur les attitudes que vous devez avoir et qui vont vous aider à mieux passer votre entretien d'embauche. Le mot-clé de ce qui va suivre, c'est la préparation et la préparation. Quand vous préparez des réponses à 70 à 80% des questions qu'on va vous poser, vous serez à l'aise. Vous allez mener votre entretien en pilotage automatique pour épargner de l'énergie que vous allez dépenser dans les 20 à 30% des questions inattendues. Questions pièges, questions d'approfondissement, questions qui sortent du cadre des choses que vous avez préparées. Avant de commencer votre prestation orale, vous allez commencer à communiquer sans le vouloir à travers votre façon de vous habiller, votre poignée de main, votre sourire, vos mouvements, vos grimaces, votre communication non verbale. Donc venez à l'heure, habillez-vous proprement et professionnellement. Faites attention à votre coupe de cheveux, à vos ongles, à vos lunettes. Faites attention à votre communication olfactive pour ne pas avorter votre entretien d'embauche parce qu'on n'a pas une deuxième chance pour laisser une bonne première impression.
En plus de la première impression, tout au long de l'entretien, vous devez faire un effort de synchronisation avec le recruteur sur un certain nombre de points pour qu'il sente qu'il est à l'aise avec vous dans cet échange d'informations. Pour que vous puissiez comprendre davantage, je vais donner un exemple de synchronisation. Si vous êtes face à un recruteur qui s'étale sur la partie formation, soit en posant plusieurs questions là-dessus ou en prenant du temps à poser la question. Il met une introduction et il explique avant de poser la question. Ça veut dire que pour lui, la partie formation est importante. Et donc, vous aussi, vous devez donner de l'importance à votre réponse. Ne pas donner une réponse abrégée. Donc, détailler un peu plus, souligner l'importance de la formation, des apprentissages théoriques, même à partir de vos expériences pratiques. Par contre, si vous êtes face à un recruteur qui s'intéresse plus à la partie expérience, vous devez être opérationnel et concret. Soulignez la relation entre ce que vous avez étudié et vos expériences pratiques, comment la théorie vous a aidé à améliorer votre pratique. Soyez pertinent dans vos réponses et parlez toujours en termes de comment. Quand vous pouvez vous retrouver face à un recruteur qui s'intéresse à votre savoir-être. Donc pour lui, un bon candidat, c'est celui qui a une attitude, la capacité à travailler sous pression, à travailler en équipe, la connaissance et l'expérience. On peut l'apprendre à travers la pratique, mais ce qu'on ne peut pas apprendre, c'est avoir une personnalité qui correspond au poste. Donc, votre rôle à vous, c'est mettre la relation à chaque fois entre vos expériences personnelles, professionnelles, vos loisirs, vos formations. Qu'est-ce que vous avez développé en termes de connaissance de soi et de savoir-être. On peut aller plus loin que ça dans la synchronisation, même dans le regard. Entre un recruteur qui a le regard fuyant et un recruteur qui vous fixe dans les yeux, vous savez ce que vous devez faire pour que vos réponses passent par un filtre positif. Et puisque le parfait n'existe pas, les recruteurs ne cherchent pas le candidat parfait, mais bien le candidat adéquat au poste. Et c'est là où leur filtre mental joue un rôle important, car l'évaluation n'est pas purement à 100% logique. Il ne s'agit pas de répondre à toutes les questions, mais bien à laisser une bonne impression chez le recruteur pour qu'il défende votre candidature par rapport aux autres. Cette situation-là, je l'ai vécue à plusieurs reprises dans des opérations de recrutement. Un candidat qui répond à toutes les questions d'une façon exemplaire, mais au final, le recruteur souligne que le candidat est ambigu. Il n'a pas apprécié la façon avec laquelle il a répondu à une ou deux questions. Il trouve que la personnalité de ce candidat ne correspond pas parfaitement à ce poste. Alors que de l'autre côté, des candidats qui se sont bloqués sur certaines questions et que le recruteur a trouvé des excuses pour le blocage et puis il a sorti des arguments comme quoi le candidat a l'humilité de dire je ne sais pas, il peut apprendre parce que quand il ne comprend pas quelque chose, il repose la question pour mieux comprendre. Il a une expérience associative qu'on peut exploiter dans le milieu professionnel. Bref, l'entretien d'embauche, c'est une question de logique et d'émotionnel et la synchronisation peut vous faire gagner beaucoup de points. Il est temps de passer à la partie exercice. Je vous propose de vous auto-évaluer sur les attitudes que nous avons discutées. Quels sont vos points forts et points faibles pour conduire un entretien d'embauche exemplaire. Et quand vous terminez l'auto-évaluation, transformez les points à améliorer en un plan d'action pour les améliorer d'une façon pratique, progressive et continue. Félicitations pour ceux qui ont fait le travail. Les autres, vous pouvez continuer après la fin de la vidéo parce que ce qui est important, je le répète encore une fois, c'est ce que vous allez faire de ce que vous savez. C'est les pas que vous allez mener. Un petit pas chaque jour vaut mieux qu'un grand pas chaque 2 ans. Ce que vous allez faire chaque jour pour vous exercer et vous améliorer, vous allez le trouver le jour de l'entretien. Si vous restez sur le stockage d'informations théoriques, votre niveau de frustration va augmenter. Parce que contrairement à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il doit faire, vous savez ce que vous devez faire et vous n'avez rien fait et donc vous allez vous en vouloir après chaque entretien raté. Maintenant, passons aux questions de l'entretien d'embauche. Et pour ne pas vous perdre, vous pouvez les classer en 2 types de questions. Les questions horizontales,
Présentez-vous, parlez-moi de votre formation, expérience, compétences, loisirs, qualité défaut, prétention salariale, etc. Et les questions verticales. Par exemple, dans la partie formation, quand vous allez commencer à répondre et vous citez le terme marketing, le recruteur peut rebondir sur ça pour vous poser une question d'approfondissement. Qu'est-ce que le marketing? Quels sont les types de marketing? Et en répondant, il peut reposer une question d'approfondissement. Pour poser ces questions d'approfondissement, le recruteur peut s'inspirer de vos réponses, mais aussi de votre CV et votre lettre de motivation. Donc, assurez-vous de ne mettre que les choses que vous maîtrisez. Parce que pour lui, il doit s'assurer, est-ce que vos réponses sont superficielles et préparées ou bien vous avez une connaissance approfondie, vous savez de quoi vous parlez. Par rapport à la question, présentez-vous. Donnez une réponse courte. Ne faites pas une présentation de votre CV parce qu'il va vous poser des questions sur d'autres éléments qui sont sur votre CV. Si vous répondez du premier coup, il sera obligé de vous poser d'autres questions. Et certainement, ça serait des questions d'approfondissement et ça ne sera pas en votre faveur. Par rapport aux questions qui tournent autour de votre formation, ne répondez pas d'une façon mécanique en citant les matières, les modules, les informations. Donnez vie à votre présentation. Citez les noms de vos enseignants qui vous ont marqué, ce qu'ils vous ont appris, comment vous avez exploité ces informations dans d'autres matières, dans vos stages, dans votre vie de tous les jours. Donc, essayez de créer un mélange entre les informations crues et une histoire qui donnera vie et qui va le laisser apprécier l'énergie que vous allez dégager en parlant de votre formation. La même chose pour la partie expérience professionnelle, racontez l'histoire de vos réussites, de vos échecs, vos premiers moments de difficulté quand vous avez créé le lien avec l'équipe avec laquelle vous avez travaillé, quelles sont les difficultés, les types de personnalités, les challenges, quels sont les apprentissages théoriques que vous avez essayé d'implémenter, les choses qui ont réussi, les choses que vous avez retestées une deuxième, troisième fois avant de les réussir, etc. Le storytelling donne une vie à votre entretien d'embauche, vous aide à créer un lien émotionnel avec le recruteur et vous évite d'être perçu comme quelqu'un qui a appris les choses par cœur. Passons à la question, vos qualités, vos défauts. Pour répondre à cette question, n'essayez pas de prendre une qualité, de la transformer en défaut pour en parler. Exemple, je suis quelqu'un qui s'attache énormément à son travail, je suis un perfectionniste. Ça, c'est des réponses clichés que les recruteurs ne veulent plus entendre. Les qualités doivent être des qualités et les défauts doivent être des défauts. Sauf que les qualités doivent être en relation directe avec le poste, avec la spécialité, avec le travail demandé. Et pour les défauts, vous pouvez choisir des défauts qui sont un petit peu loin de la spécialité du poste, qui ne vont pas nuire à votre travail. Et on va finir avec la question qui revient souvent, prétention salariale, que répondre? Première étape, poser le décor. Parler de la fourchette de salaire connue sur le marché. Deuxième étape, répondre à la question. Donc, donner un chiffre exact et donner les raisons pourquoi vous avez opté pour ce chiffre. Troisième étape, créer une ouverture et dire que vous êtes prêt à négocier, que vous faites confiance à l'entreprise et vous pouvez même poser une question sur le barème s'ils ont un barème par rapport au salaire. Pour la dernière impression, ne finissez pas votre entretien d'une façon brusque. Vous vous levez et vous partez d'un seul coup. Il va vous falloir créer un atterrissage à votre entretien d'embauche, remercier le ou les recruteurs de vous avoir accueilli pour les choses positives qu'ils vous ont offertes durant l'entretien d'embauche et leur dire que vous serez très ravis de les revoir afin de collaborer avec eux et vous finissez avec un sourire. Notre programme de formation vidéo Finding Job is a Job touche à sa fin. L'équipe EFE Maroc est à votre disposition. Vous pouvez nous contacter soit pour participer à une formation virtuelle ou réelle. Et j'espère bien qu'on aura l'occasion de se rencontrer. D'ici là, ayez confiance en vous et passez à l'action.